Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation du doctorat de m'avoir invité à participer avec ma collègue Suzanne concernant la prise en charge des PID infectieuses. Alors, justement, la question de Dr. Spray nous a fait un switch justement pour parler des PID infectieuses. D'ailleurs, je ne vais pas rappeler les diagnostics des PID, pour passer simplement pour dire que le contexte des PID infectieuses, généralement, c'est trois scénarios. Soit que ça va être le mode révélateur d'une PID, généralement c'est une PID qui est aiguë, soit ça va être une PID qui est chronique, en fait, diagnostiquée, et c'est l'affection qui la fait révéler, ça va être la porte d'entrée de cette PID, généralement c'est toujours un contexte aigu, soit c'est une PID qui est diagnostiquée et traitée, et l'infection va se greffer pour justement compliquer justement l'histoire de cette PID qui est diagnostiquée. Alors, deuxième message, c'est qu'avant de penser à une PID qui est infectieuse, il faut toujours passer par écarter les diagnostics différentiels, à savoir l'hémorragie intraviolaire, le cas des étiologies qui sont hémodynamiques, l'infangite bien sûr faciliteuse, avant d'évoquer les autres étiologies qui sont moins probables, à savoir une PID avec une exacerbation ou accusation, généralement les PID qui sont éducatives. Alors comme j'ai dit, donc l'infection c'est soit un mode révélateur, soit ça va être une complication d'une PID qui est diagnostiquée. Alors, le diagnostic, justement, ça pose un réel challenge pour les cliniciens, puisque justement, avec la compilation des données qui sont interrogatoires, les cliniques, la radio thoracique, le scanner thoracique, et la recherche microbiologique, c'est très difficile justement d'avoir la confirmation avec la mise en évidence de gens. D'où l'intérêt justement de faire des corrélations et de faire l'association de différentes données pour pouvoir aboutir à un diagnostic. Bien sûr, et généralement c'est un contexte qui est élu. Alors, les manifestations radiologiques sont variables, elles sont dépendantes du statut, bien sûr, immunologique. D'ailleurs, ça a été diagnostiqué dans les ateliers hier, de dire que parmi les premières questions à poser chez un patient qui présente une PID, c'est surtout son statut immunologique, qui est d'ailleurs orientateur vers les gens qui sont les plus incriminés. Et bien sûr, donc la manifestation radiologique, ça va dépendre également de la préexistence ou la coexistence, bien sûr, d'une affection pulmonaire. Alors, le scanner en haute résolution, bien sûr, constitue un élément très important dans le panel des examens complémentaires qu'on va demander. Alors, l'analyse des signes élémentaires et la répartition de ces lésions permet généralement une orientation diagnostique. Généralement, le pattern le plus retrouvé, c'est le verre des poulies, mais on peut également trouver des réticulations à engorgeant et des condensations. Bien sûr, tout en analysant et intégrant le contexte et la clinique et bien sûr le statut du patient, surtout le statut immunologique, les diagnostics différentiels, ça va être la pneumopathie médicamenteuse, je rappelle l'hémorragie alvéolaire, la pneumopathie organisée, la pneumopathie d'hypersensibilité. Alors le scanner, en plus de son apport dans la présomption diagnostique, elle a également un apport pour apprécier justement l'extension. D'ailleurs, le mode évolutif justement de ces patterns scalographiques, c'est un élément informatique pour justement se rapprocher du diagnostic. Et bien sûr, donc il participe à l'écartement des diagnostics différentiels. Alors, j'insiste sur le fait que c'est surtout l'association des éléments d'interrogatoire, de la clinique, bien sûr, le fait de savoir que le profil et la nature, et surtout la durée de l'immunodépression, bien sûr, tout intégrant les éléments de la biologie et de la radiothoracique, ce sont des éléments qui vont nous rapprocher de ce diagnostic d'infection dans le cadre de PID. Alors, comment s'en sortir avec tout le panel de recherche microbiologique? Il faut savoir qu'on a deux types de recherche microbiologique dans le cadre de PID infectieuse. Soit on est devant une recherche microbiologique non invasive, et généralement c'est indiqué et recommandé chez tous les patients, quel que soit le statut immunologique. Et là, je fais allusion à le CBC, l'hémoculture, l'antigénurée légionnelle, l'antigénurée de pneumocoque, les prélèvements nasopharyngés, le PCR grippal en phase d'épidémie, bien sûr, la PCR SARS-CoV, et bien sûr, si on a la possibilité de faire la PCR multiplex avec tout le panel viral et bactérien, ça va être un bon apport. Alors, sur le contexte d'immunodépression, et là, finalement, ça doit être adapté en fonction de le contexte, le profil du patient et le degré d'urgence, bien sûr, on va demander cette fois-ci des examens qui sont orientés par le terrain immunologique, à savoir les crachats induits, la recherche de mycobactéries, l'antigénie CMV, l'antigénie aspergillus, ou bien sûr l'antigène bêta-déglitane. Alors, j'insiste sur l'apport justement de la PCR multiplex comme outil diagnostique qui à la fois va rechercher et les virus et les bactéries. Bien sûr, la grande question qui se pose dans le cadre des PID infectieux, c'est est-ce qu'on peut faire ou pas la fibroscopie comme élément qui permet justement de rechercher des prélèvements qui sont beaucoup plus contributifs. Alors là, j'apporte un article qui a été d'ailleurs discuté dans
SPLF dans sa version dernière. Alors justement, c'est une étude qui est rétrospective réalisée en clinique et en maillot-clinique, et c'est une étude rétrospective sur au moins 100 patients entre 2002 et 2014. Elle a essayé de savoir quel est l'apport de la fibroscopie pour la détermination microbiologique. Alors, quelques chiffres qui sont illustratifs, c'est 50% des fibroscopies ont été réalisées dans une unité de soins intensifs. Déjà, le contexte est proche de la réanimation, une unité de soins intensifs. 25 des bronchoscopies effectuées dans un étage qui est proche d'unité de soins intensifs pour pouvoir justement agir en cas de complications. 71 d'entre eux ont été réalisés et entraînés par la suite, c'était une ventilation mécanique juste après. Alors le rendement, ça c'est le pourcentage le plus important dans cette étude rétrospective, c'est un rendement de 13% de la fibroscopie et son implication dans le changement, soit dans le sens escalade ou désescalade thérapeutique, pour dire que voilà, l'apport de la fibroscopie versus sans risque, bien sûr, il faut toujours le balancer en fonction du profil du patient. Alors, en faisant la fibroscopie, donc, eh bien, est-ce qu'il est informatif? Alors là, vous voyez que ce soit un profil lymphocytaire, eosinophilique ou neutrophilique, l'infection peut avoir justement la cause, donc quel que soit le profil du LPA, que ce soit bactérien, viral ou parasitaire. De même, vous voyez que lorsqu'on réalise des fibroscopies avec du biopsie, vous voyez que les entités, une seule entité peut avoir plusieurs étiologies et l'infection peut se retrouver dans différentes patterns histologiques. Alors, qu'en est-il des agents qui sont responsables, les agents infectieux? On peut retrouver des virus, des bactéries, des champignons, notamment le pneumocystis, le virus, l'aspergillus ou les cryptos, et les parasites, notamment donc, le toxon. Alors, pour éliminer les causes qui sont bactériennes, c'est surtout la tuberculose dans notre contexte, bien sûr, et les germes qui sont intramusculaires. Bien sûr, quelle que soit la classification adoptée, donc les germes les plus imprimés, c'est surtout le mycoplasme pneumonique, la chlamydia, la légionellose et bien sûr l'application virale en co-infection. Alors les virus, donc que ce soit ARN ou ADN, d'ailleurs dans notre contexte qu'on vit et qu'on a vécu, le coronavirus, il faut toujours donc la mettre en cause et l'écarter. Alors le pneumocystose, surtout dans le cadre d'immunodépression, alors généralement le diagnostic est posé sur le contexte clinique, le terrain bien sûr, et la recherche bien sûr de pneumocystis à l'examen direct ou bien sûr le LPA. Alors l'aspergillose invasive, bien sûr, en intégrant la dernière classification qui inclut que ce soit donc le contexte, donc les critères clinico-radiologiques ou bien sûr la recherche microbiologique, que ce soit invasif ou non invasif. Alors le crypto de même, c'est surtout un terrain d'immunodépression avec une clinique caractérisée par l'atteinte pulmonaire et généralement une atteinte multisystémique. Alors les parasites, c'est vrai que le poumon c'est pas vraiment l'organe propice pour les parasites, tout ce qui est parasitaire, mais donc il faut la chercher dans un contexte augmentateur, dans un contexte de contamination et la localisation associée. Alors, quelle est l'implication de cette recherche, que ce soit invasif ou non invasif? C'est bien sûr l'implication, ça va être thérapeutique, parce que la mettre en évidence de germes, donc ça va aboutir soit une antibiothérapie qui est adaptée, bien sûr, mais généralement on commence toujours par une antibiothérapie qui est empirique. Généralement, l'antibiothérapie, c'est lorsqu'on suspecte une infection qui est bactérienne, soit que ça va être un traitement antiviral ou antimycosique lorsque on a écarté bien sûr l'infection qui est bactérienne. Alors, vous voyez finalement aucun signe clinique orientateur. L'imagerie, on va voir avec le Dr Selsen différentes patterns donc sur le plan scanner. Le rendement qui est faible, que ce soit sur recherche microbiologique non invasive, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va prioriser, bien sûr, pour justement essayer d'avoir une présomption tout en s'écartant du risque qu'on peut engendrer en faisant des explorations qui sont invasives. Finalement, l'approche, ça va être une approche qui est empirique, probabiliste, bien sûr, intégrant les différents éléments interrogatoires, la clinique et bien sûr le pattern scalographique. Alors, on insiste sur le fait que les PID infectieuses, c'est une urgence thérapeutique, mais également diagnostique, bien sûr. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'empirique, généralement, c'est adapté bien sûr, selon l'écologie locale, mais généralement, c'est une antibiothérapie associant l'acide clavulanique, l'amoxicilline acide-clavulanique avec le C3G ou C3G associé au macrolide. Généralement, lorsqu'on compare l'association acide-clavulanique plus macrolide versus l'amoxicilline protégée versus donc les fluoroquinolones, bien sûr, la supériorité en termes d'efficacité et de complications, c'est surtout penche vers la balance amoxicilline protégée avec les macrolides.
Alors, point très important également à partager avec vous, c'est que le fait que si on va trouver un virus, que ce soit par des prélèvements non invasifs ou invasifs, il faut toujours associer une antibiothérapie avec. Pourquoi? Parce que 30% justement des prélèvements et des spécimens analysés en post-mortem, généralement c'est des patients qui ont des détresses respiratoires dans le cadre infectieux. On a trouvé l'association virus avec bactéries, d'où l'intérêt justement d'emblée d'élargir le spectre thérapeutique. Alors chez le terrain immunodéprimé, il faut toujours adapter bien sûr cette association qu'on a proposée, bien sûr en prenant en considération les présomptions et donc le diagnostic le plus probable. Alors lorsque je parle d'adaptation par rapport au traitement concernant l'immunodéprimé, il faut tenir compte du type de cette immunodépression, la durée de cette immunodépression, le tableau clinique et radiologique de la pneumonie qui se présente, les données de l'écologie bien sûr microbiologique en intra-hospitalier en local et l'existence bien sûr d'une colonisation microbienne préalable chez le patient. Bien sûr, j'insiste sur la durée également de la immunodépression au-delà du type d'immunodépression. Est-ce que c'est plutôt lymphocyte T ou lymphocyte B ou bien c'est mixte? Parce que tout simplement, à travers cette courbe, quand on s'écarte, lorsqu'on intègre le critère temps, ça va changer justement le pattern microbiologique qui est impliqué dans cette immunodépression. Alors, je ne vais pas parler de traitements thérapeutiques sans justement faire le focus sur le traitement symptomatique qui doit être associé justement pour améliorer donc, la survie de ces patients généralement dans le cadre des détresse respiratoire. La place de la consulthérapie, c'est vrai qu'elle est toujours discutée, mais il faut savoir que lorsqu'on a un tableau de pré-sepsis, c'est-à-dire un flux supérieur à 1, sa place elle est justifiée. Alors, je vais quand même parler de la prévention, à savoir l'intérêt de la vaccination, des règles d'hygiène et des lavages des mains et des ports de masque, l'éviter l'immunodépression, bien sûr, l'intérêt de la chimio-prophylaxie, bien sûr, et le traitement prophylactique associé à l'immunodépression. Alors, avant de conclure, je vais essayer de céder justement la main et je cède la parole à Sasson pour vous parler justement des patterns scannographiques orientant les différents agents microbiens. Je vais aborder la démarche diagnostique en imagerie, donc après cette présentation clinique, et comme vous l'avez vu, comme ce n'est pas toujours spécifique, on va essayer de s'aider de l'imagerie. Voilà. Donc, on va faire de rappel, juste dire que les PID infectieux sont des PID aigus fébriques, et donc la démarche diagnostique va être la même que celle que l'on a dans les PID. Et donc, on va analyser les lésions élémentaires, le signe prédominant, la répartition, on va s'aider du contexte. Donc, la radiographie du thorax, c'est l'examen de première intention, mais vous savez que ce n'est pas très spécifique et que l'intérêt, ça sera un intérêt surtout évolutif. On va avoir plusieurs aspects, on les verra, et surtout, il faut se dire qu'elle peut être normale, et c'est ce qui a fait qu'on est passé dans le scanner, dans le Covid, directement sans passer par la radio. Donc, le scanner joue un rôle fondamental, les signes ne sont pas spécifiques, mais ils orientent quand même le diagnostic. Et ils vont orienter le type et le siège des prélèvements et éventuellement permettre une antibiothérapie avant les résultats microbiologiques, puisque bien sûr les résultats microbiologiques sont les résultats, c'est absolument sur ça que l'on va se baser pour traiter. Mais on aura quand même une orientation en fonction des données du scanner. Et la première étape, bien entendu, de la démarche diagnostique va être, on verra, d'éliminer certains diagnostics différentiels, comme l'a dit le Dr Hamid. Alors, sur le plan de l'imagerie, ça je n'ai pas de pointeur, mais c'est pas grave. Sur le plan de la radiographie thorax, comme vous savez, comme vous voyez, on a plusieurs aspects. Un syndrome alvéolaire bilatéral qui ressemble à un coïntrique, c'était une atteinte alvéolaire bilatérale, une atteinte également alvéolaire avec une diminution de la transparence et un rappel intermédiaire, une atteinte interstitielle presque pure, si ce n'est qu'il y a des opacités alvéolaires également ici, une atteinte micronodulaire ici, puis des nodules, des images nodulaires, comme vous voyez ici. Alors maintenant, on va voir la démarche diagnostique en TDM. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va s'appuyer sur l'aspect TDM réalisé en particulier du signe prédominant, l'association lésionnelle, ce qu'on appelle pattern, la prédominance topographique et les signes associés. Et on va se baser également sur le statut immunitaire du patient. Donc le type d'immunodépression, donc on va avoir différents types d'immunodépression, des patients neutropéniques sous chimiothérapie, des patients infectés par le VIH, les autres immunodéprimés qu'on a tendance à oublier, les corticothérapies au long cours, les immunosuppresseurs, les transplantés d'organes, donc on est plus vigilant chez ces patients-là, mais on oublie les patients diabétiques sous corticoïdes parfois,
le degré de l'immunodépression qui va orienter vers le gène incriminé, la présentation clinique et les atteintes extrathoraciques vont également orienter le diagnostic, et bien sûr la confirmation diagnostique, elle sera microbiologique par le PCR, la sérologie, l'antigénérie ou parfois l'histologie. Donc on va aborder cette présentation, comme je vous l'ai dit, en fonction du signe prédominant en TDL. Alors quelle orientation diagnostique on va avoir devant un verre des polypes prédominants, et ça c'est la situation la plus fréquente, comme on vient de dire tout à l'heure. Quelle orientation diagnostique devant une atteinte micronodulaire, devant des condensations multiples ou un syndrome nodulaire. Et on va commencer par la première situation qui nous prendra le plus clair du temps de cette présentation. Donc, devant un verre des polypes prédominant sur le plan histologique, en fait, c'est un infiltrant inflammatoire mononucléé de la plasticium péricombovasculaire et des septa alvéolaires par des cellules inflammatoires mononucléées, avec un comblement alvéolaire qui peut ne pas être important, mais qui peut évoluer vers un dommage alvéolaire diffus et qui peut s'associer également avec une hémorragie alvéolaire dans certaines infections, en particulier le CMV. Donc la première étape devant cette atteinte de la forme de verre des polypes prédominants, c'est d'éliminer des diagnostics différentiels. Et la deuxième étape sera de réfléchir selon l'aspect TDL, selon les signes associés. Est-ce que ce verre des polypes s'associe à des kystes, à des nodules, à l'aspect de crépitation, de réticulation, et bien sûr en tenant compte tout le temps du statut immunitaire du patient et du contexte épidémiologique, pour rappeler que pendant la pandémie Covid-19, on pensait qu'à ce virus et on n'a pas pensé à autre chose, alors qu'il y avait autre chose par rapport. Donc première étape, éliminer ce qui n'est pas une infection, l'œdème aigu du poumon, l'hémorragie alvéolaire, l'exacerbation d'une PID suivie du chronique et d'autres pathologies plus rares, la pneumonie aiguë à eosinophile, la PID médicamenteuse, etc. Et ce n'est pas toujours simple, donc vous l'imaginez, parce que d'abord, ces pathologies peuvent s'associer à une infection. On peut avoir une virose associée à l'OAP par atteinte métastatique. On peut avoir également une PID qui peut s'associer à une exacerbation qui peut également s'associer à une infection. Bref, les choses ne sont pas toujours simples. Et puis on peut avoir des patients qui ont une infection qui ne sont pas fébriles parce qu'ils sont sous chimiothérapie ou en insuffisance rénale chronique. Alors, premier cas que je vous présente. C'est un patient de 60 ans qui a une dyspnée aiguë, qui désature à l'air ambiant, qui a une fièvre à 38,5 et qui vient, donc beaucoup de patients qui viennent de la période Covid, donc suspicion de pneumonie Covid-19, et là je pense que vous n'avez pas de difficulté à reconnaître un œdème pulmonaire avec ce verre des polypes, cet épaississement septal, et ces condensations, donc un verre des polypes qui évolue également vers des condensations. Et puis quand on regarde bien, j'ai pas mis la fenêtre médiastinale, mais il y a également les penchants pleurales et latérales. Donc c'est relativement facile d'éliminer, de penser à un œdème aigu du poumon. Deuxième situation, 45 ans, insuffisance respiratoire aiguë fébrile. Sur la radiographie du thorax, vous voyez un aspect qui ressemble à des lettres papillons. Et sur le scanner, un verre des polypes sur un fond de réticulation avec le fameux aspect de crécitanie, le siège donc périliaire, avec, en épargnant l'extrême coxidalité, la partie périphérique du poumon. On regarde le cœur qui n'est pas dilaté, on regarde s'il y a des penchants pleurales, il n'y a pas de penchants pleurales, on va être plutôt sur une hémorragie alvéolaire qui a le œdème aigu du poumon. Et c'était confirmé par le lavage, par l'anémie et par l'hémoptysie, et je ne l'ai pas mis comme si vous l'hémoptysie, juste pour penser, comme ça ils pensaient directement. Et troisième situation, c'est une jeune femme enceinte de 25 ans qui était porteuse d'un syndrome des lentilles-synthétase, qui était traitée par corticoïdes immunosuppresseurs avec une bonne évolution clinique, et ils avaient commencé à dégraisser les corticoïdes, et qui consultent, toujours en avril 2020, donc même période, pour une aggravation récente de sa dyspnée avec une fièvre, des signes musculaires, donc je disais c'est une virose de la myalgie, et respiratoire, une lymphopénie, donc syncopie. Donc voilà la présentation scanographique avec un verre des polypes prédominant. Quand on regarde, on a l'impression que ça épargne la partie périphérique du poumon, et puis une prédominance aux parties en lobe inférieur. Donc immédiatement, dans cette confusion qu'a créée la pandémie Covid-19, c'était un Covid jusqu'à preuve du contraire. Elle a eu 4 PCR, donc qui étaient négatifs. Il fallait penser à l'exacerbation de sa PID. On est revenu à son scanner antérieur en février 2019 où il y avait un aspect de PINS associé à une pneumonie organisée dans le cadre de son syndrome des lentilles-synthétase. Quand je mets le scanner récent, donc c'était une exacerbation de sa PID sous la forme d'une PINS. Malheureusement, le diagnostic n'a pas été retenu et elle n'a pas été mise sous corticoïde parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement par corticoïde à forte dose de la pneumonie. C'est venu après. Donc ça ne s'est pas bien terminé pour elle, qui était enceinte, donc elle a fait une orthéphagie. Bref. Donc pour dire qu'il faut quand même penser à tous ces diagnostics différentiels.
Donc, ils ont mis à penser. À quel type d'infection on va penser devant un verre des prédominants? Eh bien, ça sera différent selon le statut du patient. Chez le sujet immunocompétent, toutes les infections virales, les infections à mycoplasme, donc les germes atypiques, les mycobactéries atypiques. Chez le sujet immunodéprimé, parmi les viroses, ce sera le CMV, mais également parmi les mycoses, la pneumocystose, la candidose est rare, l'aspergillose ne se présente pas forcément sous la forme d'hypertensité en verre de Caudy. Alors, le germe responsable, là aussi, il va dépendre du type et de l'intensité de l'immunodépression, en particulier chez les patients VIH, en fonction du taux de CD4. Donc, quand le taux est inférieur à 200, on va penser à une pneumocystose. Quand le taux est très bas, on pensera à un CMV. Et bien sûr, réfléchir en fonction du contexte épidémique. Alors là, c'est un patient de 62 ans, retour des Philippines, transit en Turquie. On est en avril 2020. Le topogramme n'est pas joli à voir, mais c'était normal. Donc on imagine que la radiographie du thorax était strictement normale. Et voici son scanner qui montre donc un verre dépoli prédominant, un prédominance périphérique, mais également un ovaire inférieur. Donc là, on n'a pas de problème pour évoquer une pneumonie Covid-19. Donc à cette période, 3 jours plus tard, il a une pression thoracique, donc on a pensé à une embolie pulmonaire, forcément. Et on voit l'évolution spérographique avec l'apparition d'un épaississement septal dans cette plage d'hypertensité en verre dépoli avec un crédit panique. Si je mets l'image spérographique 3 jours plus tôt, on voit bien l'évolution vers l'apparition de ces réticulations sur ce fond de verre dépoli. Alors il avait été injecté, il avait également un thrombus au niveau de la pointe du PG, mais qui n'était pas en rapport avec sa pathologie, c'était sur des séquelles d'infarctus pulmonaire. Alors, là vous avez deux patients différents avec deux aspects qui sont pratiquement superposables. Le premier, SARS-CoV-2, et le second, grippe H1N1. Donc là aussi, c'est pour dire que c'est en fonction du contexte épidémique. Donc on s'est rendu compte que les aspects étaient très proches quand on a comparé les pneumonies à SARS-CoV-2 et les grippes H1N1 en 2010, donc lors de l'épidémie, du pic d'épidémie en 2010, donc chez cette patiente qui était intubée, qui était en SDRA, d'ailleurs commençait à faire son SDRA. Donc vous voyez que sur cette diapo que les aspects scanographiques dans les pneumonies virales sont relativement très proches, puisqu'on a le verre dépoli comme signe, comme lésion prédominante, mais qui s'associe aussi à des micronodules, des nodules parfois à l'aspect en arbre en bourgeon. Vous voyez que dans le SARS-CoV-2 ici, on a beaucoup de verre dépoli et très peu de micronodules, mais on s'est rendu compte au fil des vagues que la vague Omicron, on avait plutôt une présentation sous la forme de pancréatite plutôt que de verre dépoli. Alors, je sais pas ce que j'ai encore. D'accord, parce que les gens ont 3 minutes. Alors, 35 ans de greffé grâce aux immunosuppresseurs et l'antidoline. Radiothorax, donc juste une diminution de la transparence pulmonaire, je vais aller vite. Et le scanner interdépoli isolé, en fait, il n'y a pas d'autres signes associés, qui était assez diffus. Vous voyez ici, alors la question c'est CMV ou pneumocystose, donc là on va pas se poser la question. Alors sur le plan, alors je vais passer forcément sur les diapos et vous dire que dans le CMV, le verre dépoli est prédominant, mais on peut trouver également des micronodules. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les infections à CMV, on peut avoir de l'hémorragie alvéolaire qui complique cette infection. Et donc il va donner sur le plan scanographique des nodules et des condensations alvéolaires, mais le diagnostic différentiel reste de la pneumocystose. Donc là, c'est une infection à CMV compliquée de l'hémorragie alvéolaire. Donc en plus de l'hémorragie, vous avez du verre dépoli, vous voyez ces condensations qui témoignent d'une confluence de nodules alvéolaires en rapport avec l'hémorragie. Et là, je ne peux pas ne pas vous montrer une pneumocystose chez un jeune de 50 ans, insuffisance respiratoire aiguë. Sur la radio, vous avez des opacités alvéolaires un peu en de papillon. Et sur le scanner, vous voyez ce verre dépoli avec ces images cystiques. Alors qu'il ne faut pas, alors lui en plus, il avait comme état tabagique, il avait l'emphysème centrolobulaire, donc il fallait différencier l'emphysème centrolobulaire sur le fond de verre dépoli et les kystes, lui il avait les deux. Donc c'était une pneumocystose qui était confirmée, c'était son mode d'entrée en fait de révélation de la maladie. On a souvent des malades chez qui le VIH est révélé par la pneumocystose. Donc la pneumocystose chez les patients VIH, lorsque le taux d'infocyte est inférieur à 200 cellules par millimètre cube, et c'est la première infection opportuniste. Alors le tableau et la présentation radiologique va dépendre
du statut VIH ou pas VIH. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez les patients non VIH, l'atteinte est volontiers plus grave, scannographiquement et cliniquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de verres dépolés, plus de condensation qui reflètent en fait le dommage alvéolaire secondaire à la réponse immunitaire de l'eau. Et ça, c'est important. Bon, là, vous avez un patient VIH avec des images typiques sur un fond de verre dépoli, avec du verre dépoli un peu plus dense au niveau des apex. Et là, vous avez une polyarthrite rhumatoïde chez une jeune femme de 22 ans traitée par corticoïde aportodose qui avait, comme vous le voyez, une neurocystose assez grave avec un SDRA et compliqué d'un chromomédiasme. Alors, quand on a du verre dépoli avec d'autres signes associés, on va réfléchir en fonction de ces signes associés. Là, c'était du verre dépoli avec des condensations, si je vous dis qu'elles sont bilatérales et extensibles. On va penser à la légionellose, et donc on doit mettre le finissage sur cette piste-là. Ça a été confirmé par l'antigénologie. Quand on a alors un autre cas clinique, du verre dépoli avec des nodules, comme c'était le cas chez ce patient, c'était un jeune homme, et il faut faire attention au tableau clinique de ce patient parce qu'il avait des myalgies, il avait des hémoptysies, et il avait une perturbation du bilan hépatique et rénal. Donc sur la radiographie du thorax, on a une diminution de la transparence, et de base, on a des nodules alvéolaires. Sur le scanner, vous voyez qu'il y a du verre dépoli, il y a des micronodules, des nodules. Si on associe ça à l'atteinte hépatique, à l'atteinte rénale et à l'atteinte pulmonaire qui peut rappeler l'hémorragie alvéolaire, j'imagine que vous avez peut-être pensé à la leptospirose, donc, qui est transmise donc, par les urines des rongeurs, et lui qui était magasiné dans il pouvait être en rapport avec les urines des rongeurs. Donc c'est le tableau clinique qui a fait évoquer le diagnostic, et vous voyez l'évolution physiomentale qui était très rapide. Alors, verre dépoli, et quand on fait attention, micronodules, quand on fait vraiment attention sur ce fond de verre dépoli, c'était également dans un contexte de Covid, donc tout le monde est allé sur le Covid, chez ce patient également, PCR négative, répété à 2 reprises. On regarde le reste de ce qui se passe dans le poumon, des lésions séquelaires, un nodule excavé, il fallait rechercher les mécanismes systématiquement dans les crachats, c'était une tuberculose dans une forme assez particulière, miliaire plus verre dépoli, on sait que c'est des formes rares mais qui peuvent se voir. Ici, c'est une miliaire, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la radio, une atteinte micronodulaire, c'est très très fin, donc c'est pas facile à voir. Donc fièvre, donc sueur nocturne. Sur le scanner, c'est beaucoup plus évident, une atteinte micronodulaire diffuse, typiquement hématogène, comme vous le voyez ici. Quand on regarde les lésions, les signes associés à l'étage abdominal, on a des adénomégalies, et le réflexe qu'il faut avoir, c'est terminé par un scanner cérébral pour voir l'atteinte des crises de contraction multiforme et micronodulaire, qui témoignait également d'une atteinte cérébrale, donc c'était une miliaire tuberculeuse. Les miliaires, c'est la tuberculose, mais pas que. Il y a également des virus qui donnent une atteinte sous la forme de miliaire, des formes atypiques de pneumocystose, dont je pense pas aussi, là c'était une pneumocystose confirmée. Et puis, quand on a une miliaire sur un scanner, il faut faire attention à ne pas confondre une atteinte bronchiolaire et une atteinte hématogène. Donc là, c'était une bronchiolite, et non pas une miliaire hématogène avec l'aspect d'un bronchite. Donc les bronchiolites cellulaires peuvent être infectieuses, tuberculose mycobactérie, mais ça peut être également des virus. Voilà. Et puis, 3 diapos encore, si j'ai le temps, pour les PID. Là, on est pour la présentation sous cette forme-là, les bronchopneumonies. Avec une atteinte péribronchiolaire prédominante et donc des condensations patchy bilatérales comme c'est le cas ici. Là, c'était une grippe A H1N1. Dans ce cas-là, les germes sont plus agressifs, il y a plus de destruction tissulaire, c'est plus grave, disons, cliniquement que la PSLA. Et les germes, vous les voyez ici, c'est le staphylocoque, l'hémophilus, mais également certains virus. Regardez ici 2 exemples. Grippe A H1N1 sous la forme de condensation péribronchique. Je n'ai pas de curseur, mais vous les voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc les condensations péribronchiques. Donc en haut c'était une grippe H1N1, en bas c'était une forme de pneumonie Covid-19 plus récente, la vague Omicron, avec des condensations, des nodules confluents et des condensations péribronchiques. Et pour terminer, devant une atteinte nodulaire, eh bien, il faut penser, on l'a vu tout à l'heure, mais on a vu une staphylococcie tout à l'heure, il faut également penser à l'aspergillose invasive chez le sujet immunodéprimé. Je vous montre un exemple. J'ai un patient qui était automédiqué par corticoïdes pour des lombalgies chroniques. On était à l'époque de l'épidémie de grippe A H1N1. Il était admis pour détresse respiratoire, donc il avait, comme vous le voyez, du verre dépoli. Je n'arrive pas à trouver le curseur, mais bon, du verre dépoli, mais il y avait également, je ne sais pas si vous voyez ici, des nodules excavés périphériques sur la reconstruction coronale. Vous les voyez également ici, des nodules périphériques excavés. Et en fait, c'était une aspergillose invasive à
associé à une grippe A H1N1. Pensez aussi à la staphylococcie dans ce cas-là, quand on voit en plus des foyers de condensation sous-pleuro-périphérique et en fait des foyers d'interstitium. Donc pour conclure sur le plan radiologique, les PID, c'est du plan de présentation des infections pulmonaires dont les agents responsables sont nombreux, même si les aspects ne sont pas spécifiques, certains sont évocateurs de germes. Donc réfléchir en fonction du signe prédominant, de la répartition des lésions, du statut immunitaire du patient, on peut guider les moyens, les prélèvements, donc guider le clinicien vers les prélèvements appropriés et orienter vers un traitement, disons, en attendant la confirmation, bien sûr, de la confirmation bactériologique, puisqu'on ne va pas prendre la place des bactériologistes. Voilà. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Alors, je vais conclure sur le plan clinique pour dire que finalement, le challenge va être vu ici par l'intégration du contexte sur la clinique et l'interprétation qui va passer par des étapes. D'abord, il faut reconnaître les lésions scanographiques, il faut l'identifier, c'est-à-dire est-ce que c'est un verdict, condensation, etc. Et il faut passer après la lecture par l'analyse, c'est-à-dire intégrer la topographie avec les lésions scanographiques associées, et bien sûr finir par interpréter la lésion scanographique dans le contexte du PID, en intégrant et le contexte, le profil de l'immunodépression, bien sûr, bien évidemment la clinique et non spécifique, et je vous remercie. C'était vraiment une communication extraordinaire et très complexe. Et voilà, on a 5 minutes pour des questions. Voilà. La merci beaucoup, mesdames, même si je l'avoue, j'ai pris les présentations vers la fin. Maintenant, pour vous toutes deux, mesdames, quand on voit les images que tu as montrées, Sausen, d'accord, par rapport aux images qu'on a vues hier sur les bronchiolites et tout, c'est tellement difficile finalement de faire la part entre tout ce qui est infectieux et tout ce qui est PID, comme on l'a vu hier, bronchiolite, etc. Surtout que tu as des germes qui sont à développement lent et qui ne vont pas donner un tableau infectieux aussi bruyant que l'exigerait une infection aussi évidente. Pour votre expérience à toutes deux et à nos invités, est-ce que vous arrivez sur ce type de tableau de bronchiolite, de verdépolie, d'isoler le germe responsable? Souvent, on tape par des antibiotiques et parfois ça marche, parfois ça marche pas et on n'arrive pas à dire. Est-ce que sur votre expérience locale, vous arrivez à mieux isoler les germes? Nous, en tout cas ici, très très compliqué, voire très difficile à faire. Si je peux répondre moi par rapport à notre expérience, pour les malades qui atterrissent en réanimation, ils sont tous correctement bilantés et prélevés et ils ont le germe. Donc, trouver le germe. Ils font des crachats induits, sinon un LBA. Donc, de toute façon, le LBA, ils le font quand on suspecte une cholestérose, c'est comme ça qu'ils vont l'évoquer. Donc, tous les malades qui passent en réanimation, ils sont très rigoureux sur le plan prélèvement et sur le plan d'antidothérapie à la suite. Après, ceux qui sont aux étages, effectivement, c'est des malades qui sont moins graves et qui vont aller plutôt sur l'antidothérapie avant le Alors, le contexte de dépression, en fait, de détresse respiratoire, généralement à cause de la recherche microbiologique, surtout lorsque le malade est en unité de soins intensifs en réanimation. Maintenant, la recherche microbiologique, selon notre contexte, n'est pas forcément positive. Et même s'il est positif, il faut toujours nuancer entre contamination et infection, bien sûr, sur un terrain généralement sous traitement immunosuppresseur. Maintenant, ce qui nous doit rassurer, nous, cliniciens, c'est que l'approche, il faut toujours viser à élargir le spectre, généralement en intégrant bien sûr différents agents microbiens, surtout bactériens, et dans un contexte bien sûr évocateur sur le plan épidémiologique, intégrer bien sûr l'implication du virus également dans notre approche thérapeutique. Alors, c'était très intéressant, surtout que dans la pratique, comme je travaille à côté de l'unité de réanimation, on est souvent sollicité pour ce genre de patients. Et là, je vais rejoindre mon ami Nouria, c'est qu'on est souvent déçus. Parce que
parce que malheureusement les prélèvements sont souvent négatifs et pour cause ils sont déjà transmis par d'autres unités de soins, par les médecins, donc il y a souvent une antibiothérapie préalable, une psychothérapie. Donc du coup ça change un petit peu la réponse immunitaire. Du coup on fait des LDA, ils sont négatifs, on est assez déçus. Donc après, ce qu'on dit c'est qu'on va jouer toutes les cartes quand le pronostic vital est mis en jeu et on se base énormément sur le contexte clinique bien entendu, sur l'image scanographique qui va aussi nous orienter pour le lieu du LDA, c'est très important. Mais malgré tout ça, les prélèvements sont assez décevants, je dirais. On est très content d'avoir le germe, et même quand on a un germe, on se dit est-ce que c'est l'unique germe? Parce que dernièrement, on a eu des co-infections, virus, bactéries, mais aussi de multiples virus chez le même patient. Donc c'est toujours un challenge, et ça doit passer, à mon avis, par une discussion pluridisciplinaire. Il faut impliquer les infectiologues là-dedans, qui restent assez en retrait pour les malades, ce genre de malades, pour avoir une conduite assez ciblée, assez personnalisée, à mon avis. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que bon, chez nous, à l'hôpital, il y a un staff pour ça, multidisciplinaire, où il y a le bactériologiste, le réanimateur, le pneumologue, le radiologue. On discute de ces malades en staff.